demander à Aurélien Barraud, donc, qui est physicien, professeur à l'université Grenoble-Alpes et chercheur au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie du CNRS, qui est aussi l'auteur de Trous noirs et étoiles en rebond, de venir nous parler de ces objets étranges. Aurélien, que je remercie, qui est un scientifique engagé, qui s'implique dans d'autres causes, mais ça, vous le savez, aujourd'hui, au cœur de ces 11e rencontres, les Trous noirs, avec Aurélien Barraud, que je vous remercie d'accueillir. Mes amis sont fous, mais je les aime pour ça. Merci beaucoup de votre invitation. Nous allons donc voyager un petit peu en présence et en compagnie des Trous noirs. Mais je voudrais d'abord qu'on voyage en compagnie d'un autre ami. Je pense à Jean Genet et à son poème « Monde », le condamné à mort, qui s'achève presque par ces mots. « Pardonnez-moi, mon Dieu, parce que j'ai péché. Les larmes de ma voix, ma fièvre, ma souffrance, le mal, de m'envoler du beau pays de France. N'est-ce assez, mon Seigneur, pour aller me coucher, trébuchant d'espérance? Dans vos bras embaumés, dans vos châteaux de neige, Seigneur des lieux obscurs, je sais encore prier. C'est moi, mon Père, un jour qui me suis écrié gloire au plus haut du ciel, au Dieu qui me protège, Hermès, au tendre pied. Je demande à la mort la paix, les longs sommeils, les chants des séraphins, leurs parfums, leurs guirlandes, les angelots de laine en chaude houppelande, et j'espère des nuits sans lune, ni soleil, sur d'immobiles landes. Je crois que dans ces quelques vers, il y a, pourrait-on dire, tous les modes de l'esprit humain. Il y a cette érotique extatique qui est propre à l'écriture genessienne, et puis il y a aussi cette mélancolie, ce désespoir latent qui prend chez lui la forme d'une hantise de la déréliction et d'une sorte de fascination pour la trahison. Et je crois qu'il est difficile aujourd'hui de ne pas ressentir précisément ces impressions, parce que d'une part, la beauté est partout. Elle fait épiphanie, pourrait-on dire, dans chaque instance, chaque bribe de réel. Mais en contrepoint, la catastrophe est immense. Nous sommes en train, en quelques décennies, de saccager ce que des millions d'années d'évolution subtile, erratique et souvent fragile étaient parvenus à mettre en œuvre. Nous sommes la cause et la conséquence d'une catastrophe littéralement sans précédent dans l'histoire de l'humanité et probablement dans l'histoire de la Terre. Alors bien sûr, si la science a un rôle à jouer dans cette affaire, il est sans doute informatif, mais il n'est pas seulement informatif. Et je crois que l'astrophysique n'est pas là pour nous rappeler ce qu'on sait déjà trop bien, la place dérisoire de l'homme dans l'univers, oui, bien sûr. Mais je crois qu'au contraire, ce qu'elle nous montre aujourd'hui, c'est peut-être qu'il faut réinventer une porosité, réinventer une continuité, c'est retrouver finalement cette évidence que nous avons perdue, nous faisons partie du monde. C'est peut-être déconstruire, vous savez, ces vieilles oppositions binaires de la métaphysique traditionnelle, présence, absence, corps, âme, humain, animal, nature, culture. Et de ce point de vue, je crois en effet que les trous noirs peuvent jouer un rôle particulier parce qu'ils sont en quelque sorte des astres paroxystiques. Les trous noirs sont ceux qui vont pousser nos théories dans leur retranchement. Ils sont ceux qui vont nous obliger à faire face aux linéaments de notre savoir et donc vraisemblablement à inventer des passes ou des sentes inédites. Alors, ce qui me semble assez remarquable, c'est que les trous noirs, suivant la manière dont on les scrute, suivant la subtilité ou non avec laquelle on les interroge, ils vont présenter des visages, des aspects extrêmement différents. Et donc, ils vont nous obliger à cheminer en profondeur, en longueur et avec opiniâtreté. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on n'a pas même besoin, contrairement à ce qui est parfois supposé, de la relativité, de la grande théorie d'Einstein pour les comprendre.
L'essentiel des propriétés des trous noirs, on peut l'appréhender avec la physique de base, celle qu'on a appris au lycée, avec la physique de Newton. Si je prends un objet et que je le lance, il monte et il redescend. Si je le lance plus vite, il monte plus haut et il redescend. Mais si je le lance beaucoup plus vite, vient un moment où il ne redescendra plus. Cette vitesse limite, au-delà de laquelle un objet va s'échapper de la gravitation terrestre, et s'échapper pour toujours, pourrait-on dire, jusque dans l'espace interstellaire, on la nomme vitesse de libération. La vitesse de libération est celle au-delà de laquelle il n'y a plus de retour vers l'objet à partir duquel nous sommes émis. À la surface de la Terre, elle vaut environ 11 km par seconde. C'est une valeur élevée, et c'est pourquoi, avec mon bras, je ne serais pas capable d'envoyer ces clés dans l'espace, mais en principe, on peut la dépasser. Mais imaginez maintenant qu'une main de géant vienne comprimer la Terre. Donc sa masse reste la même, mais sa taille diminue. Donc, évidemment, le champ gravitationnel à la surface de la Terre va augmenter, n'est-ce pas? Puisqu'on sera plus près du centre, pourrait-on dire. Autrement dit, il sera plus dur de s'échapper. Autrement dit, la vitesse de libération qu'il faut pour s'extraire du champ de gravité va donc augmenter. Et si on imagine qu'on continue de comprimer la Terre, il est aisé de découvrir qu'au bout d'un moment, la vitesse nécessaire pour s'extraire, la vitesse de libération, deviendra plus grande que la vitesse de la lumière. Donc, même la lumière ne pourra plus s'extraire. Or, rien ne peut aller plus vite que la lumière. Donc, plus rien ne pourra s'extraire. Nous venons d'inventer les trous noirs. Les trous noirs sont simplement des astres qui sont suffisamment denses pour que la vitesse permettant de s'extraire de leur champ de gravité soit plus grande que la vitesse de la lumière. Et c'est exactement ainsi que John Michell, astronome amateur anglais, et Pierre-Simon de Laplace, grand scientifique français, ont conceptualisé les trous noirs, non pas il y a 20 ans, mais au XVIIIe siècle. Alors, ces trous noirs, ils sont des possibilités conceptuelles, ils sont des cohérences mathématiques. Mais existent-ils pour autant dans le monde réel? Est-ce qu'on les voit? Non, non, on ne les voit pas. On ne les voit pas parce qu'ils sont sombres et qu'ils sont petits. Mais, vous savez, il faut peut-être se départir de ce primat que l'on confère usuellement à la vision. Avez-vous déjà vu l'amour, la haine, le ressentiment, un quark, un champ magnétique? Pourtant, tous ces objets, à n'en pas douter, existent. En physique, on peut comprendre, on peut connaître et on peut savoir sans avoir besoin de recourir à la vision. Finalement, exister, vous savez, étymologiquement, c'est le contraire d'insister. Exister, ça veut dire avoir un effet sur son environnement. Et en ce sens, oui, évidemment, les trous noirs existent. Ils sont la phase ultime de l'évolution des étoiles massives lorsque le combustible est épuisé et que la pression ne peut plus contrebalancer la force d'attraction. Alors la gravité reprend ses droits, l'implosion a lieu et le trou noir apparaît. Comment sait-on qu'il apparaît? Parce qu'on voit ses conséquences. Ce qu'on observe, ce n'est pas le trou noir, mais ce sont les mouvements des étoiles autour du trou noir central qui se trouve au cœur de notre petit îlot d'univers, au cœur de la Voie lactée, notre galaxie. On voit que les étoiles orbitent autour d'une masse considérable, qu'on peut mesurer, 4 millions de fois la masse du Soleil. On voit que cette masse est toute petite, parce que les étoiles la frôlent sans la heurter. Et on voit que cette masse est sombre, parce qu'on observe les étoiles, mais pas la masse. Qu'est-ce qu'on a? Un objet qui est dense, qui est petit, qui est sombre, qui est très massif. Ce sont exactement les caractéristiques d'un trou noir. Alors vous pourriez objecter que ce n'est qu'une sorte de découverte par défaut, que c'est seulement une explication possible. Oui, et vous auriez raison. Ainsi en va-t-il toujours en science. Vous savez, la science n'a pas affaire avec des vérités éternelles. Elle a affaire avec des considérations actuelles, temporelles, localement et historiquement situées. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, il y a quelques années, on a découvert le fameux boson de Higgs au LHC, l'origine de la masse, dit-on. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est ce qu'on dit. On n'a pas vu le boson de Higgs.
Évidemment, on n'a pas vu le boson de Higgs. On a vu 2 grains de lumière, 2 photons émis dos à dos, et il se trouve que le boson de Higgs était la meilleure explication possible. C'est ça une découverte scientifique. Il n'est donc pas du tout étonnant que les trous noirs se signent non pas en tant que tels, mais en tant qu'ils agissent sur leur environnement. D'ailleurs, il y a quelques jours, avant-hier, le grand télescope européen austral, le VLT, par son réseau interférométrique, a pu observer des mouvements de points brillants extraordinairement proches du cœur du trou noir, et il n'y a pas d'autre mécanisme qui permette d'expliquer ce qui est observé. Dans d'autres systèmes, ce qu'on appelle des quasars, on observe des disques d'accrétion, c'est-à-dire de larges quantités de matière, de poussière, qui tombent sur le trou noir et qui, par effet de friction, rayonnent une quantité colossale d'énergie. Il n'y a pas d'autre explication possible. Voilà comment se signent les trous noirs, par leurs effets. Sont-ils dangereux? Pas vraiment. Pas vraiment parce que la gravitation est démocratique. C'est-à-dire que si le Soleil devenait un trou noir, alors oui, bien sûr, au bout de quelques minutes, on aurait très froid, hein, ça c'est sûr. Mais à ce détail près, l'orbite de la Terre resterait exactement la même. Que ce soit une étoile, un trou noir ou une boule de pétanque géante, les conséquences, c'est-à-dire ce que décrit notre planète, ne dépend pas de la nature des causes. Tout ce qui compte, c'est la masse, et pas la nature de cette masse. Donc les trous noirs, contrairement à l'image d'Épinal, ne sont pas des ogres qui avalent tout sur leur passage. Au contraire, ils ont même tendance à stabiliser les structures cosmiques. Nous ne tombons pas sur le trou noir central de la galaxie, et on estime aujourd'hui que notre petit îlot, la Voie lactée, comporte plusieurs centaines de millions de trous noirs avec lesquels nous cohabitons parfaitement. Bien. Mais à quoi ressemble-t-il? Il ne ressemble pas à ces espèces d'entonnoirs comme ça qu'on voit parfois dans les livres de vulgarisation. Les trous noirs, ce sont des sphères. Ce sont des sphères parfaites quand ils ne tournent pas. Et ces sphères, elles sont caractérisées par une surface qu'on appelle horizon. C'est un joli mot, horizon, parce qu'on peut aller en physique au-delà de l'horizon. Alors cet horizon, il est immatériel. Évidemment, si je tombe sur la Terre, je vais me heurter à la surface de la Terre. Mais si je tombe sur un trou noir, je ne vais pas toucher l'horizon, parce que l'horizon est fondamentalement mathématique. Il est simplement défini par le fait que lorsque l'horizon est traversé, plus aucun retour en arrière n'est possible. Vous qui entrez ici perdez toute espérance, écrivait Dante dans sa comédie pour décrire les enfers. C'est peut-être effectivement ce que sont les trous noirs, des enfers, parce qu'il n'est pas envisageable d'y pénétrer en conservant l'idée de revenir vers le monde extérieur. Pour autant, la pénétration est indolore. Il ne se passe rien de particulier au moment du franchissement de l'horizon. Et ça, on peut le comprendre avec une analogie. Imaginez une rivière qui aurait vocation à tomber dans une cascade. Puis, évidemment, la vitesse de l'eau accélère au fur et à mesure qu'on se rapproche de la chute d'eau. Puis, il y a des poissons dans la rivière. Alors, tant que les poissons sont très loin de la chute d'eau, les poissons nagent plus vite que la vitesse de l'eau. Donc, ils peuvent aller en avant ou en arrière. Ils peuvent remonter le courant. Mais évidemment, comme l'eau accélère, vient un moment où les poissons vont nager moins vite que la vitesse du courant. Et donc à ce moment-là, même si les poissons nagent en arrière, en fait, ils se déplacent en avant, parce que le cours d'eau va plus vite que ce qu'ils sont eux-mêmes capables de produire. Le moment à partir duquel les poissons ne pourront plus jamais revenir en arrière est exactement l'équivalent pour la rivière de ce qu'est l'horizon pour le trou noir. Rien de particulier ne se passe pour les poissons. Ils vont nécessairement tomber dans la chute d'eau, mais ils ne le savent pas encore. Quand ils ont franchi leur horizon propre, rien de particulier n'a été ressenti du point de vue corporel. Alors vous voyez, on peut appréhender déjà beaucoup de propriétés des trous noirs exclusivement à partir de cette vision sans équation, sans Einstein, sans relativité. Mais bien sûr, si on veut aller plus loin, si on veut atteindre leur subtilité, presque leur sublimité, il va falloir recourir à la grande théorie d'Einstein. Alors la relativité, d'abord restreinte, c'est une théorie qui est révolutionnaire à plus d'un titre. Elle l'est naturellement dans ce qu'elle énonce, dans ce qu'elle dit sur le monde. Mais elle est aussi dans ses fondements. La relativité, c'est la première fois dans l'histoire qu'on a fondé une proposition
non pas sur des hypothèses ad hoc, mais sur le concept d'existence de loi. La seule chose qui préside à la relativité, c'est le fait que des lois existent, mais indépendamment, c'est ça qui est très très puissant, indépendamment de la forme particulière des lois qui régissent notre monde. Ça veut dire quoi que des lois existent? Ça veut dire qu'il y a des régulateurs qui ne dépendent ni du lieu ni du temps. Bon, quelque part, c'est presque un peu triste. Moi, je vous avoue qu'à titre personnel, un monde où les lois dépendraient du lieu et du temps, qui serait donc complètement anarchique, anarché en grec, ça veut dire sans principe, me sourirait plutôt pas mal. Mais il semble que ce ne soit pas le cas chez nous. Il semble que dans notre univers, des lois existent. Et la simple existence de ces lois, quelles qu'elles soient, implique essentiellement trois choses. D'abord, l'existence d'une vitesse limite, absolue, indépassable. Cette vitesse, on l'assimile usuellement à la vitesse de la lumière. Mais ce n'est pas fondamentalement la vitesse de la lumière. Même dans un monde sans lumière, il y aurait quand même une vitesse indépassable. En fait, cette vitesse, il faudrait l'appeler la constante de structure de l'espace-temps, parce que son existence provient non pas de notre incapacité à nous mouvoir plus vite, mais provient de la nature même de l'espace et du temps. La deuxième conséquence fondamentale de la relativité, c'est finalement que la distinction qu'on opère entre l'espace et le temps est arbitraire et même injuste. En fait, seul l'espace-temps existe, ce mélange subtil d'espace et de temps qui ne valent que l'un avec l'autre. Vous voyez un cylindre. Si vous le regardez par au-dessus, vous voyez un cercle. Si vous le regardez par le côté, vous voyez un rectangle. Mais en réalité, c'est ni un rectangle, ni un disque. En réalité, c'est un cylindre. C'est un peu ça, l'espace-temps. Suivant la manière de voir, on peut distinguer de l'espace ou distinguer du temps. Mais en réalité, c'est toujours un mélange de l'un et de l'autre. Tic, tac. On pourrait dire qu'il y a eu à peu près 1 mètre et 1 seconde entre ces deux petits événements. Mais un autre observateur en mouvement pourrait dire non, pas du tout. Il n'y a pas eu 1 mètre et 1 seconde. Il y a eu 1 centimètre et 100 secondes entre les deux mêmes événements. Et un autre dira non, pas du tout. Il y a eu 1 millimètre et 1000 secondes. Qui a raison? Ils ont tous raison dans leur référentiel propre. Ils ont troqué en quelque sorte de l'espace pour du temps. Et ça, ce que ça signifie de façon très claire, c'est que le temps peut se dilater et donc que les voyages dans le temps sont possibles. Du simple fait là que je me déplace par rapport à vous, ça y est, ma montre est légèrement désynchronisée par rapport à la vôtre. J'ai un tout petit peu moins vieilli que vous. Alors, pour être un peu caricatural, ça, ce que ça signifie, c'est qu'on pourrait parfaitement voir apparaître aujourd'hui dans cet amphithéâtre un pharaon égyptien. Ça ne violerait aucune loi de la physique. Parce que s'ils avaient eu la technologie pour se déplacer suffisamment rapidement, il se serait écoulé 3 minutes pour lui, donc il aurait essentiellement toujours le même âge, et 3 millénaires pour nous. Et il n'y a pas de question combien de temps s'est-il écoulé en réalité. Il s'est en réalité écoulé 3 minutes pour lui et 3 millénaires pour nous, si tant est qu'il se soit déplacé suffisamment vite. Les voyages dans le futur sont possibles. Et c'est même très exactement ce qu'on fait tous les jours avec des particules élémentaires dans nos accélérateurs. Troisième conséquence de la relativité restreinte. E égale mc2. Ça, ce que ça signifie, c'est qu'on peut transmuer en quelque sorte une propriété, E, l'énergie, en une existence, m, la masse. C2, on s'en fiche, une constante dimensionnelle. Alors ça signifie quoi d'un point de vue intuitif? C'est quelque chose d'incroyablement révolutionnaire, en fait. Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir, alors je vais presque employer du vocabulaire théologique, mais transsubstantier un avoir en être, un accidentel en essentiel, un acquis en inné. C'est un peu métaphoriquement comme si on pouvait utiliser l'élégance calligraphique d'un ouvrage pour créer un nouvel ouvrage sans détruire le premier, ce qui est totalement contre-intuitif. Alors en étant plus littéral maintenant, que se passe-t-il dans un accélérateur de particules? On n'est pas en train de casser des particules pour en faire des plus petites, pas du tout. On est en train d'utiliser le mouvement des particules incidentes pour créer de nouvelles particules, éventuellement sans détruire les premières. On crée de la masse à partir du mouvement. Ça, c'est un peu l'arrivée du transformisme, si vous voulez, dans le monde des particules élémentaires.
De ce point de vue, Einstein serait un peu le Lamarck du côté de la physique théorique. Et puis enfin, la relativité restreinte a aussi des conséquences intéressantes en termes visuels. Par exemple, si vous alliez très vite dans un vaisseau spatial, vous verriez un ciel qui serait presque complètement noir autour de vous, parce que les étoiles qui sont derrière vous apparaîtraient en réalité devant vous, parce que les angles ne sont pas conservés, et pile devant vous, dans la ligne de visée, un point infiniment brillant dans lequel tout le ciel serait concentré. Bon, aussi étrange et étonnant soit-il, ces résultats ne sont en réalité que des prolégomènes à l'avènement de la vraie grande théorie révolutionnaire d'Einstein, la relativité générale. La relativité générale, je dirais que ça part d'une constatation triviale. Voilà. Vous avez remarqué, mon portefeuille est au moins 10 fois plus lourd que mes clés. Et pourtant, les deux objets ont touché le sol exactement en même temps. Vous avez remarqué que la chute de l'objet lourd et la chute de l'objet léger étaient parfaitement indiscernables. C'est bizarre quand même. Pourquoi le plus lourd n'est-il pas tombé plus vite? C'est très étrange. Et c'est ça qui va suggérer à Einstein de considérer qu'en fait, la gravité n'est pas une force. L'intérêt d'une force, c'est qu'elle dépend des caractéristiques de l'objet auquel elle s'applique. Mais là, ce n'est pas le cas. La gravité est parfaitement démocratique. Elle est la même pour tout le monde. Et c'est ce qui va conduire Einstein à supposer qu'en réalité, la gravité n'est pas une force, mais qu'elle est une modification de la courbure de l'espace. Parce que là, en effet, tout le monde subit la même courbure. Quand vous êtes dans un navire sur l'océan Pacifique, que ce soit une barque ou un galion, qu'il soit à voile ou à moteur, qu'il soit somptueux ou miteux, vous faites un cercle. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas éviter la courbure de la Terre. Ce que comprend Einstein, c'est que de la même manière, en réalité, la masse va tordre l'espace et que les trajectoires des corps ne sont rien d'autre que la représentation de la courbure propre de l'espace induite par la présence de matière. La matière distord et distend l'espace et en retour, l'espace distendu dicte à la matière ce que sont les trajectoires possibles. C'est ça, la grande révolution d'Einstein. Et ce que ça veut dire, de façon, je dirais, très philosophique, c'est qu'en réalité, l'espace et le temps ne sont plus immuables. Ils ne sont plus absolus. Il y a une perte d'absoluité. Tout devient relationnel. Vous voyez, la vision de Newton, qui était aussi celle de Kant, c'est un espace et un temps transcendantaux, c'est-à-dire a priori. Autrement dit, il y avait d'une part le contenant, l'espace et le temps, le cadre, et d'autre part le contenu, les objets, vous, moi, la lumière. Ce que comprend Einstein, c'est qu'en réalité, le contenant est aussi un contenu, ce qui revient à dire que le cadre fait partie de l'œuvre. Ce qui revient à dire que dans notre pièce de théâtre, le décor évolue au gré de la position des acteurs, ou peut-être que dans notre texte, la forme et le fond, ce que d'ailleurs les poètes et les grammairiens savent depuis toujours, s'évanouit sous l'analyse. Voilà ce que dit la relativité générale. Du point de vue cosmologique, c'est-à-dire du point de vue de la science de l'univers, la conséquence est immense. Vous savez, l'expansion de l'univers, ce n'est pas un mouvement des galaxies. Les galaxies s'éloignent sans bouger. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans l'espace. Et c'est l'espace lui-même qui est en train d'enfler. L'expansion de l'univers n'est rien d'autre que la signature du mouvement propre de l'espace, qui fait sens, puisque dans la physique einsteinienne, l'espace est redevenu un objet physique. Nous sommes des vaguelettes sur un raz-de-marée. L'espace est un raz-de-marée, mais il est de même nature fondamentalement que ce qui s'y trouve. Bien. Et pour les trous noirs? Pour les trous noirs, ça va évidemment changer des choses. La première chose que ça change, c'est l'aspect d'un trou noir. Je dirais que la relativité générale va réenchanter la vision céleste au voisinage d'un trou noir. Un trou noir, ce n'est pas simplement un disque sombre qui masque le ciel d'arrière-plan. Non, c'est beaucoup plus beau que ça. Imaginez qu'on a un trou noir ici et une étoile là. Je vais d'abord voir l'étoile, effectivement, où elle est, parce que la lumière vient directement de l'étoile jusqu'à mon œil. Mais il y a aussi la lumière émise par l'étoile qui va par ici. Alors normalement, bien sûr, puisque cette lumière ne va pas jusqu'à ma rétine, je la perds. Mais en présence d'un trou noir,
la lumière peut être défléchie par la courbure de l'espace et revenir vers moi. Et donc l'étoile qui est ici, je vais la voir une fois ici, et je vais la voir une seconde fois ici, parce que la lumière aura été recourbée par le trou noir vers mon œil. Je vais donc littéralement voir apparaître une image fantôme. Et en fait, la lumière peut même faire une infinité de fois le tour du trou noir. Je vais donc voir un chapelet infini d'images spectrales et sépulcrales, puisqu'il se pourrait en effet que déjà l'étoile n'existe plus. Autour du trou noir, je verrai apparaître une très élégante et très subtile sphère de lumière qui correspond aux trajectoires où les photons, les grains de lumière, sont en quelque sorte piégés et ne savent pas bien s'ils vont être éjectés vers l'extérieur ou s'ils vont tomber à l'intérieur de l'astre occlus. Au-delà de l'aspect visuel, la relativité va aussi permettre de comprendre les phénomènes au voisinage d'un trou noir. Imaginez que je lâche une pierre sur un trou noir. Que se passe-t-il? L'observateur qui serait voisin du trou noir, à l'extérieur bien sûr, parce que s'il est dedans, il ne pourra jamais nous raconter ce qu'il a vu. Donc l'observateur qui est proche du trou noir, juste à l'extérieur, stationnaire, va voir la pierre accélérer, comme il se doit, puisqu'elle se rapproche du trou noir, elle tombe dessus, et rentrer dans le trou noir, pile à la vitesse de la lumière. Bien. L'astronome, qui est distant, et qui regarde le même phénomène dans son télescope, que va-t-il voir? Il va d'abord voir la pierre accélérer, comme il se doit, et puis, curieusement, il va voir la pierre ralentir, la pierre grossir, la pierre noircir, et venir en quelque sorte s'incruster de façon diffuse et diaphane, comme une sorte de crêpe sombre à la surface du trou noir, et s'y arrêter. Qui a raison? Le premier observateur dit que la pierre rentre à la vitesse de la lumière. C'est la plus grande vitesse possible. Le second observateur, pour la même chose, dit que la pierre est à l'arrêt. Ça ne peut pas être davantage différent comme point de vue. Et comme vous l'avez compris, les deux analyses sont justes. C'est la théorie de la relativité. Dans les deux référentiels, il y a deux visions qui ne sont qu'apparemment antagonistes d'un même réel qui peut être décrit de façon tout à fait cohérente suivant les deux points de vue. Ce que la relativité montre aussi, c'est qu'on peut utiliser les trous noirs comme machine à voyager dans le temps. Et cette fois, sans même avoir besoin de recourir à des vitesses élevées. Il suffit de s'approcher très près de l'horizon d'un trou noir, évidemment sans rentrer dedans, d'attendre un petit peu et de revenir vers l'extérieur. Le champ gravitationnel est si intense qu'il va ralentir le temps. Il pourrait s'écouler quelques minutes pour moi, et ce que vous voulez, quelques milliards ou dizaines de milliards d'années dans l'univers extérieur. Les deux mesures sont réelles. Ce n'est pas un temps ressenti versus un temps physique, on est bien d'accord. Ce sont deux temps physiques. Il s'est vraiment écoulé 10 secondes pour moi, il s'est vraiment écoulé 10 milliards d'années dans l'univers extérieur. Donc, littéralement, voyager au voisinage, ou séjourner, disons, au voisinage d'un trou noir, me permet d'être propulsé dans le futur, même sans recourir à des vitesses élevées. Et puis, la relativité invite aussi à visiter quelques questions épistémologiques. Par exemple, à l'époque d'Einstein, on croyait que la théorie était singulière, c'est-à-dire qu'il y avait une pathologie au niveau de l'horizon du trou noir. Mais ce n'était pas très grave. Ce n'était pas très grave parce qu'on pensait que les trous noirs n'existaient pas. Donc on se disait, la théorie échoue, mais elle échoue pour décrire des objets qui n'existent pas. Donc on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Alors évidemment, depuis, on a compris non seulement que les trous noirs existent, et d'autre part que la théorie n'échoue pas, et qu'en vérité, elle les décrit très bien et que la pathologie était illusoire. Mais quand même, ça pose une question philosophique, ça. Une théorie doit-elle décrire tout ce qui existe en fait, ou tout ce qui pourrait exister en droit? Est-ce que des objets qui n'existent pas, mais qui pourraient exister, doivent être descriptibles par une théorie scientifique? Évidemment, la réponse à cette question n'est pas scientifique. La réponse à cette question ne peut être que métascientifique, métaphysique ou philosophique. Vous savez, Rabelais disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oui, bien sûr, mais c'est pire que ça. C'est que science sans philosophie est simplement un oxymore conceptuel. Qu'on le veuille ou non, le scientisme ne marche pas. Alors, la relativité, elle nous permet d'aller plus loin encore, d'être plus audacieux et d'essayer d'entrer dans le trou noir.
Est-ce que c'est dangereux? Oui et non. Le passage de l'horizon n'est pas trop dangereux parce que, comme on l'expliquait tout à l'heure, en fait, l'horizon n'est pas matériel. Donc au moment où vous entrez dans le trou noir, vous ne ressentez rien de particulier. Mais il y a une autre petite chose qui est un peu contraignante, c'est ce qu'on appelle l'effet de marée. Vous savez, n'est-ce pas, que les marées terrestres sont dues à l'attraction lunaire. Si la Terre est là, que la Lune est représentée par mon micro, il va y avoir deux poches d'eau, une poche d'eau qui est du côté de la Lune et une autre poche d'eau de l'autre côté, qu'on comprend bien parce que la force centrifuge est plus grande, la force gravitationnelle est plus petite par rapport au point central qui est le point d'équilibre. Donc la Terre est étirée par la présence de la Lune. C'est exactement ce qui va se passer pour un astronaute courageux ou téméraire qui plongerait sur un trou noir. S'il plonge les pieds en premier, en réalité, et pour le dire simplement, ses pieds étant plus proches du trou noir que sa tête, ils sont plus attirés. Et pour un trou noir, la différence de champ gravitationnel devient si intense que l'effet va devenir mesurable et va même être ressenti, va même devenir désagréable et va même devenir létal. En réalité, vous finirez écartelé. Bon, c'est un peu gênant, mais ce n'est pas si grave parce que vous avez un peu de temps devant vous. Si le trou noir est suffisamment massif, si c'est un trou noir de plusieurs millions, milliards de fois la masse du Soleil, vous avez plusieurs heures et peut-être même plusieurs jours à vivre. Mais si ça vous arrive, écoutez bien ce que je vous dis maintenant, surtout ne faites rien. Parce que quoi que vous fassiez, vous ne pouvez que minimiser votre temps de vie. La nature est clémente. Dans un trou noir, il n'y a pas de solution stable, il n'y a pas de solution statique. De toute façon, vous allez finir au fond. Mais vous pourriez avoir le fantasme d'allumer vos moteurs de fusée pour ralentir la chute, et avec la flamme dirigée vers le centre du trou noir. Ne faites pas ça. Vous ne pouvez que précipiter la chute. Ne rien faire est ce qui maximisera votre temps de vie. Dans le trou noir, vous ne pouvez pas être à l'arrêt. Il n'y a aucune solution figée. Vous êtes nécessairement en train de choir. Dans le trou noir, si vous émettez un grain de lumière vers l'extérieur, c'est-à-dire vers l'horizon, puisque vous êtes dedans, le grain de lumière ira en réalité vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que le tapis roulant d'espace, en quelque sorte, va plus vite que la lumière. Même la lumière n'est plus capable de remonter le cours de l'écoulement de l'espace. Littéralement, et aussi contre-intuitif cela peut-il être, dans un trou noir, le temps s'est changé en espace et l'espace s'est changé en temps. Mathématiquement, c'est très clair ce que je dis là. Intuitivement, ce que ça pourrait signifier, c'est que de la même manière que dans notre monde, le temps s'écoule inexorablement, c'est l'espace qui s'écoule nécessairement à l'intérieur d'un trou noir. Et la singularité centrale, c'est un joli mot ça aussi, singularité. En fait, ce n'est pas un lieu qui est spatialement déterminé. En fait, c'est littéralement la fin du temps. Les géodésiques, c'est-à-dire les courbes suivies, trajectoires, par les particules dans l'espace-temps, s'achèvent sur la singularité centrale. On dit mathématiquement que l'espace est géodésiquement incomplet. Il n'y a plus de futur au-delà de la singularité. Concrètement, si vous étiez en train de tomber dans un trou noir, ce que vous verriez, c'est d'une part, bien sûr, l'obscurité devant vous, à cause de la présence de l'astre sombre, mais également un ciel très obscur derrière vous, à cause de l'effet de relativité restreinte qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc, en fait, ce qu'on aurait, c'est du noir devant, du noir derrière, et un cercle, un anneau de lumière, infiniment brillant tout autour de nous, et perpendiculaire à la direction de visée. C'est la dernière chose qu'on verrait avant de mourir. Moi, je trouve quand même que mourir par fin du temps, ça ne manque pas d'un certain panache. Voilà. C'est quand même une fin assez gracieuse, finalement. Enfin, on peut imaginer pire, on va dire. Voilà. Bon, ça, c'est ce que nous montre la relativité. Et elle nous pose aussi des questions intéressantes. Quelle est la taille d'un trou noir? Alors, la taille extérieure, c'est très facile, c'est un calcul trivial, c'est quelques kilomètres, si le trou noir a la masse de quelques étoiles. Bien. Et la taille intérieure? Ah, là, c'est plus compliqué. Même si le trou noir a une taille extérieure qui est fixe, la taille intérieure, elle, ne fait que croître avec le temps. Le volume intérieur d'un trou noir n'est pas stationnaire, même si la solution externe est stationnaire. Et si vous attendez suffisamment longtemps, un trou noir qui n'aurait que quelques kilomètres de diamètre extérieur pourrait contenir un volume plus grand que la totalité de l'univers observable actuel. De là à voir dans les trous noirs des embryons d'univers, il n'y a qu'un pas que certains d'ailleurs n'ont pas hésité à franchir.
Bon, ça, c'était le trou noir stable, stationnaire, dit de Schwarzschild. Ce n'est pas cela les vrais. Ceux qui existent dans la nature, c'est des trous noirs beaucoup plus intéressants que ce que je viens de vous raconter. On les appelle les trous noirs de Kerr, de Roy Kerr, le nom du physicien qui a décrit leur géométrie spatio-temporelle. Ces trous noirs de Kerr sont en rotation. Pourquoi tournent-ils ? Tout simplement parce que les étoiles qui les ont créés tournaient. Pourquoi les étoiles tournaient ? Pourquoi pas ? Parmi toutes les vitesses possibles, la vitesse 0 est extrêmement improbable. Donc si je prends une vitesse au hasard, bien sûr, les étoiles tournent, donc les trous noirs tournent. Et ça, c'est génial parce que la différence induite par cette rotation n'est pas que quantitative, elle est aussi qualitative. Ça change véritablement quelque chose. D'abord, ça change quelque chose parce qu'il y a une petite zone à l'extérieur du trou noir qu'on appelle l'ergosphère. Cette zone, elle a ceci d'intéressant que l'espace est tellement entraîné par la rotation du trou noir qu'on ne peut pas y échapper. Même si vous avez une énergie arbitrairement grande à disposition, vous ne pouvez pas contrer la rotation de l'espace. Vous voyez, c'est un peu angoissant parce qu'il y a déjà quelque chose d'inexorable qui se déploie alors même que nous sommes encore à l'extérieur du trou noir. Bon. Mais au-delà de cette étrangeté, ce qui est fascinant, c'est la structure interne du trou noir en rotation. Alors en physique mathématique, on utilise un outil qu'on appelle le diagramme de Penrose. Le diagramme de Penrose, c'est simplement une manière de représenter, par une transformation conforme, sur un bout de papier, sur un croquis de taille finie, le comportement d'un espace de taille infinie. Et l'intérêt de ce diagramme, c'est qu'il permet de montrer quelles sont les zones de l'espace qui sont atteignables et celles qui ne le sont pas. On appelle ça la structure causale. Pour un trou noir de Schwarzschild, celui dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, c'est très simple, je peux ou non franchir l'horizon. Vous êtes d'accord, parce que là, par exemple, il y a des trous noirs dans la galaxie, je ne suis pas obligé de tomber dedans, je peux rester à l'extérieur. Si je vais à l'intérieur, en revanche, je ne peux pas ressortir et je termine nécessairement sur la singularité centrale. Ça se voit tout de suite sur ce diagramme. Alors, on peut faire le même jeu pour les trous noirs en rotation, pour les trous noirs de Kerr. Et là, c'est assez vertigineux. Parce que le diagramme de Penrose d'un trou noir de Kerr fait apparaître non pas un, mais une infinité d'autres univers, avec des gravités répulsives et attractives. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces autres univers sont en principe atteignables. Parce que la singularité dans un trou noir de Kerr, ce n'est plus un point, c'est un anneau. Et un anneau, a priori, on peut plonger dedans. Pour être honnête, personne ne sait aujourd'hui si ces univers multiples du trou noir de Kerr sont réels ou ne sont que des artefacts mathématiques, ce qui est tout à fait possible. Il n'en demeure pas moins qu'on peut quand même être tenté d'y déceler une sorte d'idée ou d'image de ce qu'on nomme un multivers. Multivers, c'est un néologisme qu'on a inventé pour référer à une possible multiplicité de mondes. Ce n'est pas une idée nouvelle. On la trouve en Grèce ancienne, avec Anaximandre, chez les atomistes, avec Démocrite, Épicure, qui écrivent cosmoi. Cosmoi, c'est le pluriel de cosmos, donc univers au pluriel. Alors bien sûr, au Moyen-Âge, tout ça se calme, l'unicité du monde découle de l'unicité de Dieu, et à la Renaissance, on voit à nouveau apparaître ces idées subversives, en particulier avec Nicolas de Cuse et sa docte ignorance, avec le génial et très insolent Giordano Bruno, persévère, cher Philothéo, fais leur savoir comme les mondes sont en nombre infini, écrivait-il. Et chez son frère de cœur français, François Rabelais, alors Rabelais c'est autre chose, lui il n'est pas dans le langage vernaculaire de la philosophie, Rabelais il est dans le magique, dans le merveilleux, dans le miraculeux, il est dans l'auto-exégèse de sa propre narration, mais lui aussi, en référant à Pétron et à propos de l'abbaye de Thélème, il parle de ces mondes multiples. On retrouve l'idée à l'âge classique avec Leibniz, monde virtuel, mais à défaut d'être actuels, ils n'en sont pas moins réels. Au XVIIIe siècle, avec Fontenelle et son entretien sur la pluralité des mondes, là c'est plutôt la conversation amoureuse, le langage galant, la séduction. Et puis, en philosophie contemporaine, avec Goodman et Lewis, pour répondre à des questions très techniques de philosophie du langage. La nouveauté,
c'est que cette idée de plurivers ou de multivers fait maintenant effraction en physique, comme une conséquence parfois probable, parfois presque inévitable, de certaines de nos théories, parfois spéculatives, parfois bien établies. Moi, je crois qu'il faut y voir une nouvelle blessure narcissique. Après Copernic, Darwin, Freud, c'est notre univers lui-même qui serait en quelque sorte déchu de son piédestal et réinterprété comme un îlot dérisoire et contingent dans ce vaste plurivers. Pourquoi les lois de la physique semblent-elles si bien adaptées à la complexité? Peut-être parce que nous avons eu beaucoup de chance. Peut-être parce que l'orientation de l'univers voulait que nous existions. Ça, c'est la vision théologique et téléologique. Ou peut-être, plus simplement, parce qu'il y a beaucoup d'univers, avec des lois différentes, et en tant que structure complexe, nous habitons évidemment dans un des mondes qui est compatible avec notre propre existence. Dans cette architecture du plurivers, aujourd'hui, très clairement, les trous noirs jouent un rôle. Le dernier point remarquable des trous noirs en rotation, les trous noirs de Kerr, c'est qu'on peut a priori extraire, récupérer leur énergie de rotation. Penrose, toujours lui, a compris qu'en envoyant de façon appropriée de la matière dans l'ergosphère, vous savez, cette mince couche comme ça, autour des trous noirs en rotation, il est possible de récupérer les objets lancés avec une énergie plus grande que celle à laquelle on les a fait tomber. Alors évidemment, l'énergie ne vient pas de l'intérieur du trou noir, ça c'est pas possible. On ne peut pas récupérer ce qui est dans le trou noir. Mais l'énergie vient de l'effet toupie du trou noir en ralentissant le trou noir. C'est d'ailleurs l'enjeu du film High Life de Claire Denis qui sort mercredi en salle. Alors, ce n'est pas du tout un film de science-fiction au sens usuel du terme. Ce n'est pas sur les trous noirs. C'est plutôt sur les tabous hors des contraintes sociétales, sur le huis clos, sur les fluides corporels. Mais toujours est-il que l'intrigue repose sur la capacité à vérifier cet effet Penrose. Et cet effet Penrose, il serait, alors là, parfaitement écologique parce qu'on aura une source presque infinie d'énergie. Et en plus, on aurait quelque part pour effectivement se débarrasser de nos déchets sans la moindre influence environnementale. Toujours est-il que dans le vrai monde, nous ne sommes pas au voisinage d'un trou noir de Kerr, et donc notre salut, si salut il y a, ne viendra pas du miracle technologique, mais du sursaut éthique, s'il a lieu. Bon, on peut aller encore plus loin. Pour aller encore plus loin, il faut recourir à l'autre grande physique du XXe siècle. Je vous ai parlé de relativité. Vous savez qu'au XXe siècle, nous avons aussi inventé ou découvert la mécanique quantique. La mécanique quantique, c'est ce qui décrit le monde de l'infiniment petit, c'est ce qui décrit les atomes, les molécules, les particules élémentaires, c'est ce qui décrit ce qui advient à l'échelle subatomique. La mécanique quantique montre qu'à petite échelle, quand on regarde bien, tout devient discret, discontinu, comme si le travail d'ourdissage du réel se révélait. Elle montre que les particules élémentaires sont comme douées d'ubiquité et se trouvent simultanément en plusieurs lieux. Elle montre surtout qu'il y a de l'aléatoire, du stochastique, de l'imprévisible, qui n'est pas associé à notre méconnaissance, mais qui est intrinsèque à la structure de la nature. Et puis la mécanique quantique montre que le vide n'est jamais vide, que quand bien même on retirerait toutes les molécules d'air de cette pièce, en fait on ne serait pas vraiment dans le vide. Parce que des paires de particules peuvent être créées à partir de rien et très rapidement s'annihiler et donc disparaître, violant pendant un temps sporadique la conservation de l'énergie. Et c'est là que la présence d'un trou noir peut modifier les choses. Parce que, rappelez-vous, le trou noir induit sur l'astronaute un effet de marée. Et donc, il induit aussi cet effet de marée sur les petites paires de particules. Et si l'effet de marée est suffisamment intense, les particules créées par les fluctuations quantiques du vide peuvent être cassées par la présence du trou noir. Une des particules tombe dans le trou noir, par un beau subterfuge mathématique, elle acquiert une énergie négative et donc elle fait diminuer la masse du trou noir, et l'autre particule est éjectée vers l'extérieur. L'observateur qui scrute le trou noir voit en réalité des particules émanant d'un trou noir qui est littéralement, suivant le processus dit de Hawking, en train de s'évaporer. C'est exactement l'inverse de ce que je vous raconte depuis 3/4 d'heure, on est d'accord.
on avait dit de façon définitoire qu'un trou noir, c'est ce dont rien ne pouvait sortir. Et on est en train de dire qu'il s'évapore. Ben oui, la physique, c'est avant tout une invitation à la subtilité. Vous savez, c'est tout sauf des réponses simples, claires et éternelles, la science. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'ère des fake news et de la post-vérité. Bon, post-vérité, c'est un peu agaçant, parce que ça fait comme si on était dans la vérité jusque-là. Bon, ce n'est pas vraiment le cas. Bon, bien sûr qu'il faut, je crois, se battre contre les imposteurs, contre les fascistes, ceux qu'on voit aux États-Unis, ceux qu'on voit au Brésil maintenant. Bien sûr, il faut se battre, et bien sûr, la science nous aide à ça. Merci. Mais il faut quand même faire attention, parce qu'il y a un écueil. L'autre écueil, c'est la survérité, c'est le scientisme. C'est de faire comme si on ne pouvait même plus réfléchir aux conditions de production de la vérité. Parce que ça, c'est un autre obscurantisme qui nous guette également. Et donc, quand on nous enjoint à être soit radical, soit nuancé, je crois que la seule réponse, c'est d'être radicalement nuancé. Et c'est exactement ce qu'il faut faire pour comprendre les trous noirs. Parce qu'en effet, les gros trous noirs, ceux qui viennent des étoiles, ne s'évaporent pas. Et tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant est correct. Mais les petits trous noirs, qui pourraient avoir été formés juste après le Big Bang, quand l'univers était très dense, ceux-là, en effet, pourraient rayonner de l'énergie de façon explosive, parce qu'à la différence d'un bout de métal qui, lorsqu'il rayonne de l'énergie, se refroidit, les trous noirs, eux, se réchauffent en rayonnant. Ce sont des objets particulièrement explosifs. Ce qui est incompréhensible dans cette affaire, c'est que le rayonnement émis par les trous noirs ne conserve pas la mémoire de ce qui a formé le trou noir. Ça, c'est problématique. Vous savez, en grec, vérité, ça se dit aletheia. Et contrairement à ce que dit Heidegger, ça ne veut pas dire dévoilement. Ça veut dire mémoire. Ça veut dire mimesis. Celui qui sait, c'est celui qui se souvient. C'est un théorème fondamental de théorie quantique des champs. On ne peut pas perdre l'information. Les trous noirs, eux, perdent l'information de ce qu'ils furent. Ça, c'est un paradoxe majeur auquel personne n'a de solution convaincante à ce stade. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, les regards se tournent bien sûr vers l'observation. Et peut-être même la création, d'ailleurs, des trous noirs. Peut-être avez-vous entendu parler de cette idée que nos accélérateurs de particules pourraient produire des trous noirs. Bon, c'était des idées un peu farfelues parce qu'elles reposaient sur des théories spéculatives, mais ce n'était pas tout à fait impossible. Hélas, ça n'a pas eu lieu. Je dis bien hélas parce que contrairement à une certaine créance, il n'aurait pas été dangereux. La Terre n'aurait pas été engloutie par les petits trous noirs que nous aurions créés à Genève, au CERN. Ces petits trous noirs se seraient évaporés par effet Hawking. Et même si vous doutez de l'évaporation, n'ayez pas peur, parce que de toute façon, ce qu'on fait dans l'accélérateur, la nature le fait déjà. Il y a des particules cosmiques qui viennent taper sur l'atmosphère de la Terre, et donc si des trous noirs dangereux devaient être créés, nous serions de toute façon déjà morts. Donc la Terre va mal, mais ce n'est pas à cause des trous noirs, c'est à cause de nous. Alors, à défaut de les créer, on peut les observer. Et là, je dirais qu'il y a quelques années, s'est déroulé un événement très émouvant, puisque nous avons, pour la première fois depuis très longtemps, été dotés d'un nouveau sens. Après l'odorat, la vue, le toucher, etc., nous sommes devenus, grâce à nos instruments, sensibles aux ondes gravitationnelles. C'est très beau. La lumière émise par les spots ici, c'est une onde qui se déplace dans l'espace. Les ondes gravitationnelles, ce ne sont pas des ondes qui se meuvent dans l'espace, ce sont des ondes d'espace. C'est l'espace lui-même qui se met à vibrer. Dans son ombilique des limbes, Artaud écrivait « Et tout l'espace trembla comme un sexe que le globe ardent du ciel saccageait, et quelque chose du bec d'une colombe réelle troua la masse confuse des états. » Alors ici, la masse n'est pas du tout confuse. Ce sont deux trous noirs qui étaient en train d'orbiter l'un autour de l'autre dans un balai céleste qui est devenu un balai funeste, puisque les deux trous noirs ont coalescé, c'est-à-dire ont fusionné, et au moment de leur regroupement, l'énergie émise sous forme d'ondes gravitationnelles a dépassé 50 fois la totalité de l'énergie lumineuse, de la totalité de l'univers visible. Donc vous voyez que c'est un phénomène qui est catastrophique à l'échelle du cosmos. Et c'est pourquoi on peut le détecter même à des milliards d'années-lumière. Et c'est particulièrement émouvant parce que pour la première fois, on a vu, pourrait-on dire, le caractère immatériel de l'horizon du trou noir. On a vu qu'en fait, et littéralement, les trous noirs ne sont pas des objets,
Ce sont des boules de géométrie. On a vu Cosmos avec des yeux de géomètre. C'est ce que voulait faire Platon. Est-ce qu'on pourra voir les trous noirs au sens usuel? Faire une photo d'un trou noir? Vraisemblablement, oui, parce que si on calcule la taille qu'il faudrait conférer à un radiotélescope pour qu'il voie le trou noir au centre de notre galaxie, on trouve que la taille serait de l'ordre de la taille de la Terre. Alors ça semble impossible, mais ce qu'on peut faire, à défaut de construire un radiotélescope géant, c'est de faire fonctionner en réseau, ce qu'on appelle un interféromètre, un grand nombre de petits radiotélescopes pour simuler un très grand radiotélescope. C'est exactement ce qui est en train d'être entrepris, et d'ici quelques années, on devrait obtenir les premières photographies du trou noir central de notre Voie lactée. Alors, je dirais en conclusion que maintenant, l'avenir des trous noirs, c'est vraisemblablement la gravitation quantique. Vous savez, les physiciens sont un peu schizophrènes, parce que pour décrire l'infiniment grand, ils ont la relativité, la théorie de l'espace-temps, la théorie de la gravité, la théorie d'Einstein. Et pour décrire l'infiniment petit, ils ont la physique quantique. Et ces deux théories sont très difficiles à regrouper. Alors d'habitude, on parle de la beauté et du désir d'unification. Je ne suis pas d'accord, moi, avec cet argument. Moi, j'aime bien un monde qui n'est pas unifié, qui est diversifié, diapré, foisonnant, bigarré, polychrome, polymorphe. Il faut plus d'un rêve pour toucher la vérité, disait Pasolini. Soit. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas la diversité. Elle est très belle, la diversité. Le problème, c'est la cohérence. C'est que quand on décrit le cœur des trous noirs ou quand on décrit l'origine de l'univers, on a besoin des deux théories en même temps, la théorie d'Einstein et la théorie quantique. Or, ces deux théories sont mutuellement exclusives. La théorie d'Einstein, elle est géométrique. La théorie quantique, elle n'est pas géométrisable à cause du principe d'incertitude. La théorie quantique, elle recourt à un temps usuel, si vous voulez, un paramètre extérieur, qui n'a rien à voir avec l'espace. Alors que la théorie géométrique gravitationnelle nous dit que le temps et l'espace, c'est la même chose. Vous sentez qu'il y a une tension presque indépassable entre les deux théories. Alors, comment tenter de dépasser cet indépassable? Il y a quelques pistes. La plus connue, la plus développée, c'est la théorie des cordes. La théorie des cordes, c'est une très belle cohérence mathématique qui permet d'unifier toutes les particules et toutes les interactions comme résultant de différents modes de vibration d'une classe unique de cordes fondamentales. Vous voyez, un peu comme la corde d'un violon qui, suivant la position des doigts sur le manche, peut générer toutes les notes de la gamme chromatique et peut même le faire de façon juste. Ça, c'est très élégant, c'est possible, mais c'est très lourd aussi en hypothèses supplémentaires. Il faut par exemple considérer qu'on vit dans un espace à 9 ou 10 dimensions, ce qui n'est pas exactement en accord avec notre perception usuelle. Mais ça permet de répondre à un certain nombre de questions sur les trous noirs, et en particulier un paradoxe qui est vraisemblablement l'un des plus importants de la physique actuelle. Comment comprendre, d'une part, que les trous noirs sont les objets les plus simples de l'univers? La relativité nous dit qu'un trou noir il est décrit par deux paramètres, sa masse et sa vitesse de rotation. Les trous noirs sont plus simples que les particules élémentaires. Mais en particulier et en parallèle, la science de la chaleur, la thermodynamique, nous apprend qu'ils sont aussi les plus complexes. Comment réconcilier ces deux visions? Peut-être, nous dit la théorie des cordes, parce qu'en réalité, les trous noirs sont des gaz de structures filiformes vibrantes et de membranes. Mais il y a des théories alternatives en sciences spéculatives. Par exemple, la gravitation quantique à boucle. Celle-ci nous invite à réinterpréter l'espace comme étant constitué de petits atomes, atomes d'espace, atomes de géométrie, atomes immatériels, de même que la matière est elle aussi constituée d'atomes, cette fois-ci massifs. Eh bien, en gravité quantique à boucle, c'est toute l'image de l'univers qui est infléchie. Il n'y aurait plus de Big Bang, il y aura une phase de contraction du cosmos, suivie par une phase d'expansion dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Si on applique cette vision aux trous noirs, eux aussi se mettent à rebondir, et la solution en contraction est collée par une sorte d'effet tunnel quantique à une solution en expansion, ce qu'on nomme un trou blanc. Et pourtant, on ne les voit pas, ces trous blancs qui sont le contraire des trous noirs. Oui, mais ce n'est pas grave qu'on ne les voit pas, parce que le temps de rebond du trou noir en trou blanc, il est très bref, mesuré par l'objet lui-même, quelques microsecondes ou millisecondes, mais mesuré de l'extérieur, grâce à la relativité. Il peut prendre des milliards de fois l'âge de l'univers. Et donc là encore, c'est la théorie de la relativité qui vient éventuellement réconcilier l'étrangeté observée, ou plus exactement conceptualisée, avec l'expérience menée.
Bon, il va être l'heure. J'avais ouvert cette balade avec Genet, alors évidemment, je vais la refermer avec lui et ses étoiles bourgeonnantes. Le ciel peut s'éveiller et les étoiles fleurir. Ni les fleurs soupirer et des prés l'herbe noire, accueillir la rosée où le matin va boire, le clocher peut sonner, moi seul, je vais mourir. Oh viens mon ciel de rose, ô ma corbeille blonde, visite dans sa nuit ô condamné à mort, arrache-toi la chair, tue, escalade mort, mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Merci.